Amis du livre, bonsoir. Toute l'équipe d'Expression Libre vous souhaite la bienvenue sur le plateau d'Expression Livre. Eh bien, ce soir, nous allons aller à la rencontre de Ammar Zantar. Bonsoir Ammar Zantar. Bonsoir. Journaliste, écrivain. On essaye. Non, journaliste depuis fort longtemps et écrivain. Vous en êtes à votre quatrième roman, celui dont nous allons parler ce soir, intitulé Les faux héritiers. C'est paru aux éditions Casbah. Auparavant, il y a eu Le but, Journal d'un plumitif et La tombe sous le grenadier. Les faux héritiers. Ah, alors, vous avez abordé, Ammar Zantar, on va le voir tout le long de cette émission, un sujet bien délicat chez nous. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Quelqu'un est entre la vie et la mort, ou, malheureusement, est décédé, et je dirais que tout d'un coup, les vautours commencent à tourner autour de son lit de malade ou autour de sa tombe, eh bien, pour partager ce qu'on peut appeler le pactole, le magot. Qu'est-ce qu'il a pu laisser derrière lui comme argent, comme terre, comme immobilier, afin que nous puissions le partager avec des lois bien spécifiques chez nous concernant justement l'héritage, qui a le droit à quoi, hein. Et puis tout d'un coup il y a ce qu'on appelle des gens qui viennent, qui débarquent d'où de la planète Mars et qui disent moi aussi j'ai le droit à l'héritage, alors que le corps, excusez-moi du terme, Ammar Zantar, le corps n'est pas encore froid. Pas du tout. Alors, c'est justement le tout début de l'histoire. Oui. Alors, ça commence comment? Bah, vous avez dit l'essentiel dans le pitch. Oh non, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas, moi, pas laisser, je ne sais pas ce qu'il faut ajouter, mais bon, il y a la problématique, effectivement, il y a la problématique donc, de l'héritage qui a été une problématique très sensible et qui malheureusement a des incidences directes et un impact spectaculaire sur la cohésion familiale. Or, qui touche à la cohésion familiale touche automatiquement à la cohésion sociale, puisqu'il y a le microcosme et le macrocosme. Là, c'est un père de famille, on peut appeler ça un patriarche. Il est nommé ainsi? Il est nommé ainsi, donc dans une famille traditionnelle, où le patriarche a encore son mot à dire. Bon. Et un petit peu, si tu veux, comme le laboureur et ses enfants. On y reviendra. Hein? On y reviendra. Voilà, donc s'il y a une comparaison à oser, c'est là. Donc il se dit, il y a la cohésion familiale qui est en jeu. Il se dit comment faire pour essayer de recoudre le lien familial. Il a senti que ça commençait à partir dans tous les sens. Donc il s'est dit, peut-être que je vais simuler un AVC. Et peut-être que là, mes enfants, aussi bien ceux qui sont ici que ceux qui sont outre-Méditerranée ou outre-Atlantique, vont venir. Et à ce moment-là, il y aura peut-être moyen de recoudre ce fameux lien familial. Alors, est-ce que c'est plutôt ça, ou est-ce que c'est pas plutôt, bon, on va pas dévoiler la fin, le fait de vouloir un petit peu, parce que bah, au départ du livre, ce patriarche, c'est vrai qu'il y a plusieurs enfants, hein, notamment ce qui compte pour beaucoup dans l'héritage chez nous, la chaléa, c'est évidemment la part des garçons, hein, qui touche le plus. Il est veuf. C'est important de savoir, puisque la mère n'est plus là. Hein, et se dit, bon, il tombe gravement malade, il est dans le coma, inconscient, hein, donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'il n'a pas, parce que c'est vrai que chez nous, hein, plus souvent, c'est quand le vieux décède, comme il n'y a pas cette habitude de papier, et comme chez nous le testament haram, n'est-ce pas, dans notre religion, donc on ne sait jamais exactement
quel est le montant, je veux dire, de ce qu'il peut avoir, soit en argent liquide, soit en biens immobiliers, soit en terres agricoles. Oui. Il y a une sorte de, je ne sais pas si c'est une pudeur ou une cachotterie, mais combien d'enfants héritiers passent des années à essayer de collecter ce que leur père ou leur grand-père ont laissé comme bien. Oui. Comme c'est une société donc patriarcale et agnatique, tout se fait par voie orale. C'est la transmission orale. Bon, il y a ce qu'on appelle en Tamazight céleste. C'est-à-dire ce sont des pierres qui déterminent la propriété de X ou de Y. Bon, à ce moment-là, il faut d'abord expliquer que c'est le droit coutumier. Bon, dans le droit coutumier, qui fait partie intégrante du droit positif, les choses ne se passent pas toujours comme elles devraient se passer. Comme elles devraient se passer. Il y a, le patriarche, il a toujours voix prépondérante. C'est-à-dire, à ce moment-là, il peut lui-même, d'autorité, fixer la part de chacun hors toute, j'allais dire, hors toute règle juridique. Bah, il a le droit à ce qu'on appelle à un tiers de ses biens à qui il peut donner à qui il veut. À qui il veut, oui. Même si ce n'est pas un membre de la famille. Hein. C'est ça. Il peut mettre aussi ses biens en habos. Absolument. Donc il a de larges prérogatives, quand même. Qu'on le veuille ou non, par rapport aux autres membres de la famille, c'est le Manitou. Alors, l'histoire commence ainsi, parce que ça se passe dans un petit village. Hein. Alors, il y a une importance quand même, c'est que ça se passe dans un petit village en Kabylie, parce qu'on va voir qu'effectivement, il y a, comme vous le disiez si bien, des coutumes qui ne sont pas exactement ce que la charia dit concernant le partage des biens, où on sait très bien que la charia, c'est des dispositions absolument très claires pour le partage. Mais là, comme vous dites, c'est oral, c'est coutumier. C'est coutumier. Moi, j'ai appris, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, parfois la veuve ne demande pas sa part parce que ça ne se fait pas. La veuve est exclue d'autorité. Bah, normalement, fait le charia, non. Non, oui. Mais là, oui. Oui. Bon, déjà, le fait même qu'elle soit veuve, c'est une exclusion. Ouais. Dans ce milieu-là, ouais. C'est déjà une exclusion en soi. Bon, déjà, on porte sur elle un truc des jugements de valeur, souvent d'ailleurs infondés. Et pour boucler la boucle, justement, le truc qu'on la prive de cet héritage, ce qui me paraît personnellement... très injuste. Très injuste. Ah oui. Très injuste. Voilà. Alors, il y a plusieurs enfants. Oui. Mais ce qui va compter dans votre roman, parce que c'est quand même un roman, il ne faut pas oublier, c'est pas une investigation journalistique, bien que je présupposais à un moment donné, si vous n'aviez pas écrit des articles sur ce sujet-là, qui tout d'un coup vous ont donné l'idée d'écrire ce roman, non? Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, oui. Vous avez fouiné, fait des investigations sur cette question importante de l'héritage, parce que combien il y a de procès chez nous sur la question d'héritage, simplement. Et combien de biens, par exemple de magasins, je donne un exemple, dans les grandes villes en Algérie, qui sont fermés à cause de problèmes d'héritage, ce qui est quand même assez... Ou de terres qui sont quasiment à l'abandon parce qu'on ne s'est pas entendu alors que la loi est là. Oui. La loi est là, mais peut-être que, bon, elle est générale, neutre et impersonnelle, comme on dit, mais peut-être qu'elle n'a pas été suffisamment explicitée, non plus. Parce que, bon, il faut aussi tenir compte du droit coutumier. Bon, qu'on le veuille ou non, il y a encore des résistances assez importantes dans la société. Très important. Bon. Les gens en viennent aux mains, ils en viennent au fusil. J'ai assisté à une affaire justement qui porte sur le foncier, dans un tribunal que je ne vais pas nommer pour ne pas les gêner. Non, pas de détail, oui. Où j'ai vu une famille s'entre-déchirer. Bon, c'est-à-dire, il restait que le colt. Ouais. Il restait qu'à tirer le fusil. Voilà, Alors, il a des fils, mais je crois qu'il a une fille aussi, non? Oui, il y a une fille. Il y a une fille. Oui. Il y a une fille, et puis il a une sœur.
Il y a une sœur aussi. Voilà. Donc, voilà un peu le tableau. Un patriarche, il est dans le commun. Donc, il a ses fils. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre roman, c'est parce que c'est pour bien expliciter, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le niveau de chacun. Il y a l'aîné, il y a le cadet, il y a le puné, etc. Et tout ça. Parce que c'est très important, ça. Hein, parce que dans le droit, effectivement, chacun a une part bien spécifique. Exact. Hein. La fille, on en parle peu. Et pour cause, j'allais dire. Pour cause. Elle est d'office éliminée. Bien sûr. Dites-moi, Mazantal. Et pourtant, c'est pas la plus nantie. Non, bien sûr. Ouais. C'est pas. Mais dites-moi, pourquoi dans votre roman, à part un seul moment, vous avez nommé un personnage. C'est Ammar, si je me souviens, sur une seule ligne. Ouais. Et tout le reste, c'est comme si c'était des anonymes. Est-ce que c'est une... Oui, c'est-à-dire, je ne voulais pas personnaliser bon, l'affaire. C'est-à-dire, je voulais que ce pu soit... donner des noms imaginaires. Oui, oui. C'est encore quelque chose qui n'est pas encore entré dans mon esprit. C'est-à-dire, moi, il me semble que mettre comme ça des personnages, bon, j'ai peur de ne pas être suffisamment... de ne pas les décrire avec la densité qu'il faut. C'est-à-dire chaque personnage avec son portrait. Vous êtes quand même à votre 4e roman. Oui. Vous l'avez déjà fait. À chaque fois, c'est un recommencement. Oui. Et là, c'est un problème d'héritage, donc très, très sensible. J'ai essayé autant se faire que peu, donc de rendre la dimension macrocosmique et microcosmique de chaque personnage. Mais le personnage le plus influent, c'est le patriarche. Parce que c'est de là que part tout et que revient tout. Quel que soit, même s'il y a une législation alors, qui régit ce domaine et qui est assez concise globalement, lui, c'est le maître après Dieu, j'allais dire. Alors, parce que votre roman est quand même, je dirais pas scindé, mais il y a comme deux parties. Il y a l'histoire autour de l'héritage, et puis bon, il n'est pas encore décédé, hein, le patriarche, il est dans le coma, mais il est inconscient, donc on ne peut pas lui parler, c'est impossible. Il y a juste un moment donné où sa sœur, qui n'était pas en bonne relation ni avec ses neveux, ni avec lui-même, hein. On ne sait pas comment, parce qu'il est inconscient, entre dans la chambre du patriarche et est en train de pickpocketer, si vous me permettez le mot, qui n'existe pas, je le dis tout de suite, mais elle dérobe quelque chose, on ne sait pas très bien ce que c'est, hein, et d'ailleurs on ne le saura jamais. Qu'est-ce qui vient avec ses petits bagages en disant moi aussi j'ai droit. Bien sûr. Voilà. En fait, bon, c'est la problématique de la société algérienne vue à travers une famille, je ne dirais pas nucléaire, mais disons une famille repère, une famille symbolique. C'est pour ça que probablement vous n'avez pas voulu donner de nom et de prénom à vos personnages. Non. Je me suis promis de ne pas donner de nom, donc j'ai laissé moi comme ça. Après, libre aussi à chaque lecteur de mettre un nom. Alors dites-nous quand même, pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, parce que pour beaucoup ça tourne autour des 4 frères. Alors, qui sont ces 4 frères? D'abord l'aîné. Oui. Alors, il n'est pas là, l'aîné. Non, l'aîné n'est pas là. Ouais. L'aîné a choisi, il a fait un choix de vie, c'est de vivre en dehors de son humus natal. Voilà.